Alors effectivement, on va passer à une présentation de Maxime Rajoux, qui travaille, qui est archéologue mais également chimiste, qui a travaillé dans le projet BFIM avec M. Stockhammer, et qui effectivement nous présente un sujet fort intéressant sur justement les pratiques de consommation alimentaire dans les grands centres de pouvoir hallstattiens. Donc pour résumer la période hallstattienne, donc c'est ce qu'on appelle le premier âge du fer, donc c'est environ de 800 avant Jésus-Christ jusqu'au vers 500, on va dire, pour être large, avant Jésus-Christ. Et donc sur ces sites particuliers, il y a eu des recherches nouvelles qui ont permis d'analyser des récipients et de renouveler un peu l'image qu'on a de ces sites. Donc Maxime, si tu es avec nous, Pierre va charger ton PowerPoint et puis on va t'écouter. Préciser, donc moi je m'intéresse plus particulièrement aux substances organiques qui peuvent témoigner de pratiques diversifiées des populations du passé, notamment dans le domaine alimentaire et technique. Et donc voilà, comme a été précisé, je m'intéresse plus particulièrement aux sociétés de la fin de la préhistoire et de la protohistoire. Donc en Europe occidentale et un petit peu sur le pourtour méditerranéen. Donc ma démarche s'appuie sur la caractérisation de marqueurs moléculaires qui peuvent parfois permettre de déterminer des marqueurs de pratiques culturelles. Et aujourd'hui, donc, ce sera une présentation sur les travaux d'une recherche collaborative sur les pratiques de consommation et notamment festives en contexte hallstattien. Je vais focaliser principalement donc sur l'apport de l'archéologie biomoléculaire qui constitue le socle de mon approche. Donc, je serai moins dans l'approche que Philippe Stockhammer aurait peut-être plus présentée sur tous les aspects théoriques du banquet, en utilisant bien évidemment les résultats du projet BFIM, mais bon, je vais aller par l'autre côté, moi. Très bien. Oui, donc je reprends dans le cadre de ce projet BFIM, donc en français, signification et fonction des importations méditerranéennes en Europe centrale au premier âge du fer, donc qui était dirigé par Philippe Stockhammer. Je me suis particulièrement intéressé aux pratiques de consommation dans le pouvoir hallstattien, notamment, comme vous le voyez ici, les sites de Vix-Mont-la-Soie et de la Ruineburg. Donc, les contextes socio-économiques de ces deux complexes constituaient un support favorable à une meilleure compréhension des dynamiques des pratiques, donc au 6e et au début du 5e siècle avant notre ère. Et ces deux grands centres de pouvoir témoignent en effet d'une complexité croissante des sociétés au nord des Alpes, notamment en ce qui concerne les structures sociales et territoriales. Donc, ces transformations sont notamment révélées en particulier par le mobilier, les éléments architecturaux, les organisations intra-sites et leurs statuts associés. Alors, donc, dans les contextes d'habitat éphéméraire, on a retrouvé une production locale de poterie dont les usages potentiels peuvent être associés aux pratiques festives, notamment les récipients en céramique fine liés à la préparation, au service et à la consommation de boissons. Comme vous le voyez ici, qui peuvent comporter des gobelets, des coupes, des petits bols fermés, mais également des cruches. Ces corpus finalement ont été considérés comme des témoins du rôle important de ces pratiques dans les sociétés hallstattiennes, au moins pour une partie de la société. Dans un contexte marqué notamment par l'accroissement des échanges avec le sud des Alpes, il s'agissait également d'appréhender les pratiques de consommation en abordant la question des influences méditerranéennes. En effet, l'importance des importations découvertes au sein des deux complexes et des riches sépultures environnement, mais également certains éléments architecturaux de la Ruineburg témoignent de solides interactions avec la sphère méditerranéenne. Alors, donc, dans ces importations, on peut retrouver un panel de production céramique, notamment des kilix ou des coupes attiques, des amphores ou des cratères attiques, donc souvent associés aux préparations, aux services et à la consommation de boissons, notamment dans les banquets méditerranéens. Et l'une des questions du projet, notamment posée à la base par Philippe Stockhammer, était d'aborder finalement les processus d'imitation ou d'appropriation de ces pratiques au nord des Alpes. Bon, moi, personnellement, je me suis d'abord penché à essayer d'identifier quelles étaient les préparations et les pratiques de consommation alimentaire. Et afin de le préciser, j'ai analysé plus de
230 récipients céramiques d'origine locale ou importée, provenant des différents contextes d'habitat, des complexes de Vix Montlassois et de la Rue-Neubourg. La démarche méthodologique s'est appuyée sur donc, les analyses moléculaires et isotopiques de résidus organiques qui sont imprégnés dans les poteries. Et ces poteries ont été sélectionnées selon leur spécificité technotypologique et les différents contextes archéologiques de ces complexes. L'étude fonctionnelle des poteries donc, a notamment été renseignée par les analyses des résidus organiques, mais bon, j'en parlerai pas trop ici parce que c'est pas un champ de compétences, mais une application de l'étude tracéologique a été appliquée sur ces récipients, donc pour compléter finalement, pour obtenir le plus de renseignements possible sur la fonction de céramique, donc le côté tracéologique plus le côté résidu organique qui est à l'intérieur. Et puis pour finir, donc cette démarche méthodologique s'appuie également sur la création de référentiels de ces produits organiques, donc c'est-à-dire la caractérisation chimique de différentes substances de référence modernes en utilisant les mêmes conditions d'analyse pour les références modernes que pour les échantillons archéologiques qui ont une limite, notamment dans les quantités de matériaux qui peuvent être préservés et le type de marqueurs moléculaires qui peuvent être préservés. Elle s'appuie aussi sur une comparaison des résultats archéologiques avec des produits reproduits expérimentalement, parfois sur la base de données historiques ou ethno-archéologiques. Donc le but, c'est d'identifier certaines pratiques liées, dans ce cas, au alimentaire ou de mélange, et donc chaque pratique de les faire une signature moléculaire. Puisqu'on a, dans cette période préhistorique, on n'a plus finalement les textes et autres renseignements. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les premiers résultats obtenus pour le site de Vix Montlassois, donc dans les décennies autour de 500 avant notre ère. Ça me permettra de présenter plus en détail les différentes substances identifiées qui ont été consommées et préparées selon les contextes et le vaisselier. Et puis, je comparerai dans un second temps et de façon plus synthétique ces résultats obtenus pour la Rue-Neubourg. Donc, concernant le mobilier du site de Vix Montlassois, on a étudié les contextes du plateau, donc en vert sur la carte, qui est généralement associé à un centre administratif et ou une zone résidentielle appelée zone palatiale, notamment pour l'architecture ostentatoire de ces bâtiments absides, mais également la présence de poteries prestigieuses, particulièrement opulentes, comme les nouvelles productions locales façonnées autour ou les importations méditerranéennes. J'ai également regroupé ensemble en rose plusieurs zones au niveau des fortifications, témoignant d'activités canal, donc il s'agit le site des Renards, pas très bien, et le Champ Fossé. Donc leur étude permet d'intégrer un large panel technotypologique de céramique locale, uniquement, notamment des récipients liés à la consommation, au stockage et aux préparations alimentaires. Et enfin, un dernier contexte a été étudié, la zone externe, donc ici en jaune qui se voit mal, la zone externe du Breuil, qui s'étend sur une phase un peu plus tardive, parce que pour les autres contextes, c'est plutôt le H4D2D3, donc aux alentours de 500. Cette phase est plutôt, ce site est plutôt occupé au H4D3, H4D3 Latène A, donc plutôt complètement dans le 5e siècle avant notre ère. Ce site est proche des contextes funéraires et du sanctuaire et offre de premiers aperçus d'une zone d'activité potentiellement beaucoup plus vaste, mais encore mal connue car peu fouillée. L'occupation est notamment caractérisée par la présence de céramique façonnée autour, qui est intéressant puisque c'est peu commun en dehors des contextes du plateau, donc plutôt édifique. Donc, les résultats des analyses moléculaires, donc des résidus organiques imprégnés dans la céramique, dans la poterie, témoignent de la grande diversité de substances exploitées. Notamment, on a retrouvé la présence de qui ont été identifiés principalement par des triglycérides caractéristiques. Donc, c'est ce type de molécules. Donc, des assemblages particuliers peuvent potentiellement discriminer différents types de graisses. On s'appuie également sur les analyses isotopiques de molécules d'acide gras qui résultent de dégradation de ces triglycérides. Alors notamment, c'est une dégradation liée qui peuvent s'opérer de façon naturelle selon les contextes, mais également anthropique, s'il y a eu des chauffes.
Donc parfois, on n'a plus les triglycérides, donc les marqueurs moléculaires spécifiques d'origine, donc il faut faire avec les éléments de dégradation, les acides gras. Donc, ce qui était intéressant à VIX, c'est que parmi ces classes animales, des produits laitiers ont été identifiés, principalement, enfin, dans ce cas uniquement dans les zones artisanales, et notamment dans des récipients liés notamment au stockage ou aux préparations de denrées, en tout cas postulés comme tels. Des graisses animales sous-cutanées, donc probablement des viandes, de ruminants, voire porcines dans certains contextes, ont également été consommées. Et chose importante, on a trouvé énormément de cire d'abeille. C'est un autre produit d'origine animale et donc notamment identifié par un assemblage moléculaire d'esters palmitiques assez caractéristique et d'alcanes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que sa présence a été observée dans plus de 50% des poteries locales à Vix-Mont-la-Soie, donc témoigne d'une consommation très importante de produits apicoles. La cire n'est peut-être pas restreinte non plus au domaine alimentaire, hein. Son utilisation pour des traitements de surface céramique n'est pas non plus à exclure, notamment pour les céramiques liées à la consommation, donc qui ne seront pas chauffées. Les marqueurs moléculaires de la cire d'abeille pourraient également constituer l'unique résidu ou l'unique fraction organique préservée en contexte archéologique d'un produit apicole, donc par exemple de la propolis, du miel, qui serait peu ou mal filtré. Le miel est en effet constitué majoritairement de sucre, donc de saccharides, qui se préservent très mal en contexte archéologique, en particulier dans ces contextes européens. Donc finalement, la cire pourrait potentiellement la seule trace de cette consommation. Donc, ces données sur, on va dire plus globalement, les produits apicoles, viennent compléter et confirmer l'importance des produits de la ruche en contexte ouest-alsatien, qui sont notamment documentés par les analyses polyniques dans les vases en bronze, associés au banquet, mais retrouvés en contexte funéraire, hein, comme l'a montré ce matin Mathieu Michelet à Hordorf, mais également à la Reuneburg, au Glauberg et plus récemment à Lavaux. Il est important de noter, par contre, que comme tout autre produit d'origine animale, la cire d'abeille n'a jamais été identifiée dans la céramique fine d'origine méditerranéenne. Donc, la céramique exogène semble, en tout cas, ces types de produits d'origine animale semblent exclus, ce qui est montré dans ces premières analyses, donc ça semble exclure les produits d'origine animale. Donc, maintenant, on va passer aux produits d'origine végétaux. Donc, parmi eux, les marqueurs moléculaires caractéristiques des céréales sont malheureusement mal préservés ou sous forme de traces en contexte archéologique. Donc, là, pour l'instant, il y a des développements, mais pour l'instant, l'archéologie biomoléculaire n'est pas forcément la meilleure des méthodes pour enseigner l'exploitation des céréales, sauf l'exception du millet, dont l'un des marqueurs, la miliacine, est relativement stable en contexte archéologique. Et chose très intéressante, le millet est principalement identifié lié d'une des zones artisanales, appelée champ, donc dans plusieurs types de récipients, du stockage jusqu'à la consommation. Et cette zone pourrait être dédiée justement au stockage, à la préparation, de consommation de ces produits dérivés, donc de billets sous forme de bouillie ou de boissons, probablement fermentés ou possiblement fermentés. Parfois, c'est pas si clair, mais juste par rapport à ce qui a été dit ce matin, ce qui est intéressant aussi avec les graines de millet, c'est une initiale qui se fermente très rapidement. Donc, j'avais eu la chance de voir une boisson népalaise où finalement, en rajoutant sur les grains peut-être déjà maltés de l'eau un peu chaude, la fermentation se fait pratiquement directement. En tout cas, on peut boire une boisson qui s'alcoolise au bout d'une heure. Voilà, c'est juste la petite aparté là-dessus. Donc voilà, là je voulais procéder que d'autres produits d'origine végétale ont été identifiés. Alors bien qu'on ne puisse pas toujours préciser leur origine, la caractérisation de ce type d'ester à longue chaîne, la même famille que les cires d'abeille, témoigne de la présence de cire végétale. Alors malheureusement c'est peu précis, ça peut être peut-être extraite par exemple de différentes céréales, fruits, légumes. Bon, ça nous renseigne tout de même sur la présence de la consommation de végétaux.
On retrouve également des acides gras qu'on appelle insaturés en grande quantité, donc qui sont généralement associés à des huiles végétales. Alors, contrairement aux cires végétales en gris foncé, qui sont à peu près dans tout type de contexte et dans plusieurs récipients, ce qui est intéressant pour les huiles végétales, elles sont concentrées à VIX sur les vaisseliers du plateau, et notamment, plus particulièrement, dans la vaisselle grecque méditerranéenne. Alors parfois, dans des contextes de très bonne préservation, et c'était le cas à VIX, les triglycérides insaturés donc, sont préservés et donc permettent de préciser l'origine de certaines huiles végétales. Et un des assemblages caractéristiques de l'huile d'olive a pu être détecté dans des poteries importées, mais également dans une poterie locale. Et donc cela témoigne d'une circulation à longue distance de biomatériaux d'origine végétale, puisque l'olive est endémique à la Méditerranée. Alors jusqu'à présent, l'huile d'olive est uniquement identifiée sur le plateau de Vix-Mont-la-Soie, en contexte donc dit élitiste, et seulement dans quelques récipients, comme je vous l'ai dit, un cratère et une bouteille locale façonnée autour. C'est très restreint. Après, il y a aussi à prendre en considération que d'autres usages que ceux relevant du domaine alimentaire ne sont pas à exclure. L'huile d'olive peut également avoir été utilisée pour d'autres fonctions, cosmétiques, médicinales. Quoi qu'il en soit, en fait, l'usage d'un produit rare et de grande valeur pourrait s'intégrer dans les process de démonstration de pouvoir, surtout dans ce type de contexte. Donc, la présence d'assemblage de certains acides carboxyliques, incluant notamment les acides tartriques, maliques, en quantité significative, témoigne de la présence de produits apicoles, parfois obtenus à base de raisin rouge, lorsque l'acide suragique est identifié. Il s'agit donc d'un témoin supplémentaire d'un produit très certainement d'origine méditerranéenne et très certainement sous forme de vin, bien qu'on ne puisse pas chimiquement le distinguer du vinaigre. On peut raisonnablement exclure le jus de raisin qui n'aurait pas supporté des trajets aussi lointains. Donc, bien qu'il puisse être restreint à certains contextes et que son importation depuis des sphères lointaines ait grande valeur, le vin n'est paradoxalement pas une denrée si rare à VIX, dans 16% des poteries. Après, la sélection du vaisselier à boisson nuance un petit peu cette importance au sein de l'ensemble du corpus, mais elle est moins rare qu'on pouvait l'imaginer au départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le plateau, en contexte donc dit plus élitiste, il semble réservé aux poteries méditerranéennes, donc plutôt poteries grecques fines, et ils ne sont jamais, pour l'instant, retrouvés dans la poterie locale la plus prestigieuse. Et ce qui est par contre de plus surprenant, c'est qu'on retrouve donc ce vin, notamment dans le contexte des renards, donc qui est un espace qui peut être associé à des aires de stockage et des zones artisanales. Et en plus, il a été élevé dans plutôt des grandes jarres qui sont associées au stockage et à la préparation alimentaire avec d'autres denrées, notamment des graisses animales, des produits apicoles, des produits laitiers. Alors, ce n'est pas forcément un mélange, ça peut être la réutilisation de ce grand type de récipients de stockage. Ça, on ne peut pas malheureusement le prouver avec ces types d'analyses pour l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est une denrée importée, donc qui a pu soit être consommée directement sur place par des artisans au statut important, soit stockée, voire transformée, avant d'être consommée dans d'autres espaces du complexe et par d'autres groupes au statut peut-être plus important. L'emplacement des renards à proximité de la Seine et de la voie de communication menant au plateau semble également privilégié pour le stockage et la transformation de ressources importées. Sur l'autre contexte, le site externe du Breuil, donc ici, le vin est un nouvel élément de haute valeur qui a été mis à jour, qui s'ajoute à la découverte des poteries façonnées autour. Alors, une occupation du site légèrement plus tardive pour expliquer une diffusion plus large de certaines productions et produits, donc conduisant à un changement de pratique finalement, ou une localisation à proximité des nécropoles pourrait également indiquer un statut particulier du site. Bon, ça, c'est pas encore tranché, surtout qu'on connaît mal finalement encore ce contexte.
À VIX, dans quelques poteries, on a également trouvé la présence de marqueurs moléculaires opanoïques, des opanes, témoigner de la présence de boissons bactériofermentées issues de plantes ou de produits apicoles. Alors, il s'agit, donc, ces opanes peuvent être relâchées suite à l'activité d'une bactérie, la Zymomonas mobilis, qui est responsable de la transformation de sucre en éthanol, en alcool. Alors, cependant, il faut être très précautionneux avec ce type de marqueur moléculaire, puisqu'il peut être retrouvé dans d'autres substances, alors, comme le bitume, les planctons ou issus d'activités bactériennes dans certains sols. Mais en général, ils sont généralement associés, en tout cas, à d'autres marqueurs hydrocarbures plutôt stables et qui n'ont pas été identifiés dans ces récipients. Après, il est toujours compliqué de raisonner sur l'absence de marqueurs, mais dans le cas de VIX, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit d'une consommation de produits bactériofermentés, puisque en fait, ces marqueurs sont identifiés uniquement à l'intérieur de récipients céramiques. Alors, comme on a un peu parlé tout à l'heure, Mathieu Michel, on a effectué des contrôles de sol et à l'extérieur des récipients pour bien être sûr que ces marqueurs étaient liés à l'intérieur de ces céramiques. Donc, ils n'ont pas été retrouvés à VIX dans n'importe quel type de céramique. Il s'agit de céramiques plutôt fines, généralement considérées comme prestigieuses et liées à chaque fois au service à boisson. Là, je vous ai mis l'exemple. Qu'il s'agisse de la céramique grecque ou locale, elles ont été identifiées dans des cratères ou des vases, jarres qui peuvent être utilisés pour la préparation ou le stockage de boissons, mais également d'amphores de bouteilles de criche qui peuvent être utilisées pour le service à boissons et évidemment dans certains récipients liés à la consommation des boissons, les coupes, les bols, les tasses, les gobelets. Ce qui est intéressant également à VIX, c'est dans un type de grande bouteille que je vous ai présenté ici, à l'encolure spécifique et retrouvée uniquement sur le plateau, des traces de corrosion sur les cols pourraient résulter de processus de fermentation ou être liés à des contenus liés aux salaisons. C'est notamment Marion Sorel qui doit être là aujourd'hui qui avait documenté des types de traces comme ça. Donc ici, en l'occurrence, on a une combinaison systématique pour ces bouteilles opanes, donc de ces marqueurs de bactériofermentation et de ces traces, et donc, il suggérait non seulement le contenu de boissons bactériofermentées, mais probablement, en tout cas c'est mon hypothèse, la préparation dans ce d'une boisson bactériofermentée. Elles ont également été systématiquement identifiées avec des marqueurs de cire végétale, donc ce serait probablement une boisson bactériofermentée à base de plantes. Sans qu'on puisse dire plus, en l'occurrence ici. Donc maintenant, je vais comparer ces données avec le site de la Roye de Bourg, donc sur lequel on a pu mener une étude diachronique, donc c'était assez intéressant, depuis le HTAD-D1 jusqu'au HTAD-D3. Donc dans les premières étapes du HTAD-D1, donc recouvrant finalement les 2 premiers tiers du 6e siècle avant notre ère, l'étude a porté sur un vaisselier issu de plusieurs installations, sur le plateau, en contrebas du plateau appelé le Forbourg et sur les sites externes. À cette période, le Forbourg, ici en rose, est orné d'une porte d'entrée de style méditerranéen et le plateau est orné d'une enceinte de type d'inspiration méditerranéenne. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette période, l'ensemble des denrées identifiées, notamment boissons bactériofermentées, produits laitiers, apicoles, mais également des produits d'importation, donc de haute valeur comme le vin, sont accessibles au sein des 3 grands contextes de la Roye de Bourg. Ce qui est plus complexe, les pratiques peuvent être hétérogènes à l'intérieur de ces 3 grandes aires. Là, je vous ai mis l'exemple d'une zone particulière du plateau, donc là où est l'étoile, où une consommation privilégiée de denrées associant très souvent produits laitiers, chauffés, millets et cire d'abeille, et excluant systématiquement les boissons fermentées, a été mise en évidence et dans une large gamme de récipients. Donc, on pourrait éventuellement imaginer un témoignage dans cette ère d'un artisanat lié à la production alimentaire, pourquoi pas.
Alors, tout comme l'ensemble de ces denrées alimentaires, donc y compris le vin d'origine méditerranéenne, les céramiques, même prestigieuses, comme certaines coupes d'inspiration méditerranéenne, donc ici, ou également d'autres jarres ou vases liés au stockage et à la préparation, qui peuvent d'ailleurs être associés aux pratiques festives, sont donc retrouvés à la fois sur le plateau et sur les sites extérieurs. Et ce sont des données qui tentent donc de nuancer une distinction ou une hiérarchisation des pratiques de consommation des groupes du complexe, tout du moins dans les 2 premiers tiers du VIe siècle avant notre ère. Et donc, suite à un grand incendie, donc à la fin de cette première période, il y a eu un grand incendie qui a partiellement détruit le site de la Ruineburg. Et la plupart des occupations extérieures sont abandonnées. Et de grands changements, notamment d'un point de vue architectural, sont observés sur le plateau. Les fortifications de typologie méditerranéenne ne sont pas remplacées. En tout cas, sont remplacées par un mur construit par une méthode plus traditionnelle. Mais paradoxalement, c'est à partir de cette période, donc vers le hashtag D2, D3, que la plupart des céramiques importées sont attribuées, en tout cas sur le site, ainsi que le démarrage d'une production céramique locale façonnée autour, donc un peu comme à Vix. Et là, on arrive dans les systèmes contemporains de Vix, enfin des périodes contemporaines de Vix. Une modification des pratiques de consommation semble s'opérer à la Ruineburg à partir de cette période, comme peut le témoigner un usage plus spécifique des formes basses et ouvertes, enfin finalement des types de coupes ou de bols. Contrairement à ce qui pouvait être observé dans la période précédente, on y consomme soit des boissons fermentées, soit des produits laitiers, mais les marqueurs des 2 produits n'ont jamais été retrouvés ensemble à cette période-là, et c'était le cas avant. Comme pour le site de Vix-Mont-la-Soie, la consommation de vin semble, pour cette période, à partir de cette période, principalement réservée aux poteries grecques et d'ailleurs plutôt sur le plateau, et très rarement dans les nouvelles poteries locales façonnées autour. Les produits d'origine animale semblent également exclus des céramiques importées, donc quelque chose qui est à mettre en parallèle avec le VIX. Et néanmoins, la consommation de produits bactériofermentés, donc très probablement de produits localement, dans des coupes attiques, qui sont généralement connectées à la consommation de vin dans les contextes méditerranéens, pourrait témoigner d'une réinterprétation de certaines pratiques en contexte hallstattien. Donc, au hashtag D2, D3, les études menées sur les corpus céramiques peuvent être associées aux pratiques festives sans montrer des résultats assez proches sur les contextes de hauteur des complexes de Vix, Mont-la-Soie et de la Ruineburg, qui sont donc associés au pouvoir, il s'agit des plateaux. Donc, les contenus de ces poteries témoignent d'une consommation importante de boissons fermentées, qu'il s'agisse de vin ou de boissons dites bactériofermentées, mais également de la présence d'huile et de cire végétale, et parfois même de la résine de pain qui peut potentiellement être utilisée comme agent de saveur. Une consommation plus importante de millet de produits d'origine animale est en revanche observée au sein des sites à vocation artisanale, localisés en contrebas, bien que, comme je l'ai montré pour Vix, certains contextes artisanaux peuvent avoir leur spécificité. Et donc, pour conclure, je voulais donc vous montrer que cet apport complémentaire de l'archéologie biomoléculaire a permis d'obtenir de nouvelles données sur les pratiques de consommation à Vix et à la Ruineburg. Il s'agit de premières données. Il y a quelques biais encore, puisqu'on s'est intéressé principalement en contexte hallstattien, comme disait Mathieu Michelet, à des centres de grand pouvoir et en contexte d'habitat. Pour avoir une vue plus d'ensemble, il serait intéressant de voir ce qui se passe dans les contextes funéraires et les contextes plus ruraux. Mais ces résultats témoignent déjà de plusieurs choses, notamment la grande diversité de substances exploitées et ont permis de préciser notamment certaines préparations et pratiques de consommation alimentaire, ont permis de préciser qu'il y a eu des consommations de produits importés, notamment les huiles méditerranéennes et de vin, témoignant d'échanges à longue distance. Des espaces de production et de consommation ont été mis en évidence, contribuant à une évaluation plus fine des statuts des sites parfois. Et enfin, l'étude diachronique du site de la Ruineburg a permis d'observer une évolution des pratiques
vers notamment une association plus fine, en tout cas plus spécifique, des produits avec le vaisselier et ou les espaces. Donc, je vous remercie de votre attention et je tiens également à remercier tous mes collègues du projet BFIN avec qui j'ai travaillé et qui m'ont permis de vous présenter cette synthèse aujourd'hui. Un grand merci, chers collègues. Alors, c'est passionnant. Moi, je connaissais pas du tout ce champ d'études, donc je découvre avec grand intérêt. C'est compliqué aussi, mais vous étiez très clair pour les néophytes, donc c'était très bien. Je suppose qu'il y aura des questions, donc j'attends l'arrivée de celle-ci et vous voudrez y répondre, ce qui vous permettra d'ailleurs de pouvoir poursuivre votre exposé sous une autre forme plus libre. On a une demi-heure maintenant, c'est très bien. Donc n'hésitez pas si des choses n'ont pas été claires parmi les auditeurs ou des choses qui vous ont titillé. Moi, par exemple, je me suis demandé si, parce que vous parliez d'importation de vin, mais vous n'avez rien retrouvé au point de vue, je sais pas moi, équivalent au garum ou au nyokmam ou des saumures, ça reste pas, ça disparaît rapidement, ce genre de substance. Alors, après, ça dépend toujours des contextes. En l'occurrence, les contextes de VIX et de la huile de bourg sont relativement des bons contextes pour les matériaux organiques. Oui. Ce qu'on appelle, pour les lipides en tout cas, plutôt acides et humides. En fait, tout ce qui empêche la dégradation bactérienne est bien pour ce type de lipides. Donc, des marqueurs qui peuvent témoigner de garum ou de produits de ce type de produit pourraient être potentiellement préservés. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé dans les types de récipients. C'est pas non plus impossible, notamment, mais ça c'est des travaux qui sont en cours d'investissement et que j'ai pas présenté. C'est au niveau des amphores de transport, ce serait pas impossible que ça puisse être apporté dans les amphores de transport. Parce que je vous pose la question parce que par rapport aux banquets, en général dans les banquets, en général dans le monde, on mange salé, à un moment au moins du repas, pas toujours sucré, et que le sel a longtemps été en Europe un produit de luxe, un produit de contrôle politique total, vous le savez mieux que moi. Or, dans l'intérieur, on avait des difficultés à obtenir du sel, sinon par les murs, par le sel dans les saumures fossiles, ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de salin, évidemment, il n'y a pas la mer dans vos terrains, à l'intérieur de l'Europe centrale, la France de l'Est, etc. Donc, le sel, vu son importance, plus maintenant, mais pendant des siècles et des siècles de contrôle politique avec la contrebande que ça implique, etc. Et surtout l'ostentation et le luxe. Et puis, sachant qu'en Asie du Sud-Est, encore une fois, mais peut-être aussi à Rome, parce qu'ils mangeaient du garum, qui est l'équivalent, c'est des anchois mêlés de sel décomposés en fermentation, en fait, lente. C'est des produits de luxe, c'est des préparations. Alors donc, on revient au truc des préparations. C'est des préparations lentes, chères, quoi. Et donc, les riches mangent du garum ou du nyokmam et le sel, c'est vraiment un peu rustre, un peu rustique. Pour un banquet, c'est plus fin aussi. Il y a des goûts plus fins. Alors, peut-être que faut prendre en compte ça dans les repas de fête, l'utilisation ou pas de salaison. Alors, je sais pas si ça se garde. C'est pas facile pour vous de retrouver ce genre de choses, j'imagine. Pour le sel, non, on ne pourra pas le prouver. Ce sera plutôt éventuellement les gens qui travailleront sur certaines traces sur la céramique, qui verront s'il y a eu des produits salés qui ont été contenus au niveau. Ça peut se voir, ça. Oui, ça peut se voir. Ça, c'est les céramologues qui sont plus spécialisés là-dessus, qui ont commencé à documenter certaines choses, mais c'est pas sûr à 100%, ça peut être notamment des salaisons et peut-être d'autres produits, notamment les fermentations. Donc, de temps en temps, c'est assez compliqué. Moi, à l'échelle moléculaire des restes organiques, je ne le verrai pas. Donc, c'est complètement possible qu'il y a pu. Le problème, c'est qu'avec ce type d'études, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'a pas existé. Parce que comme on étudie des matériaux organiques qui se préservent très mal en contexte, moins bien en contexte archéologique, on a toujours, encore plus que les autres archéomatériaux, on a encore plus finalement qu'une partie de l'iceberg émergée finalement. D'accord. Voilà, justement, c'est intéressant. Quand vous aurez des résultats, si vous en trouvez, les transmettre
nos collègues qui nous font suivre, parce que ça m'intéresse moi beaucoup. Alors je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, monsieur Michelet vous en a posé une, donc je vous laisse Est-ce que vous pouvez lire Oui, donc une question sur les lots étudiés, quelle est la proportion entre céramique dite fine et céramique dite grossière? Alors ça dépend des contextes. En fait, sur le plateau de VIX, on a fait le choix finalement de pas, on a fait le choix. On n'a pas étudié de céramiques dites plus grossières parce qu'elles sont pas bien datées. Donc ça pouvait être des céramiques de l'âge du bronze ou de l'âge du fer, donc c'était compliqué. Elles sont dans les autres contextes à vocation artisanale, on a essayé de prendre un petit peu une proportion un peu plus intéressante, donc peut-être pas du moitié-moitié, mais pas loin. À la Lunebourg, on a toujours un peu moins parce que l'objectif du projet était beaucoup plus sur les pratiques de consommation, mais alors de tête, je pourrais pas vous dire le chiffre, mais à la Lunebourg, il y a peut-être un tiers des poteries qui sont en céramique plus grossière, ou un quart plutôt, pour être plus hasard. Merci. On a une question de Marion Sorel, donc je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas déjà lu. Est-il envisagé de faire des regroupements des résultats avec les traces dans les mêmes vases, s'il y en a d'autres, et avec les volumes des vases? Alors, je vais voir si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas si je comprends très bien. C'est-à-dire les traces par rapport au volume, c'est parce que le volume des traces, ça prend une petite partie, c'est des minuscules par rapport à le recoupement par rapport au... Non, c'est ça? Non, c'est pas ça? Oui, vas-y, prends la parole. Je pense que Marion, ce que tu voulais peut-être dire, c'est que faire une sorte de corrélation entre le type de résidu et le volume, voilà, le volume en litres ou en centimètres cubes, j'en sais rien, du récipient. En gros, savoir si dans les petits récipients, est-ce qu'il y avait plutôt justement des produits laitiers, dans les gros récipients, est-ce que c'était plus dans les gros récipients qu'il y avait potentiellement des boissons fermentées. Je pense que c'était cette question-là, si j'ai bien compris, Marion. C'est bien les traces de restes organiques, hein, pas... Ouais. Oui, c'est ça. En gros, est-ce que dans un gros récipient, on a dans ce cas-là, dans ton échantillon, des chances d'avoir des graisses animales que autre chose? Alors là, ouais, effectivement, ça dépend des contextes et même peut-être des périodes. Notamment, c'est ce qui est montré à la Lunebourg. Donc, il n'y a pas, en tout cas, c'est pas sur la Lunebourg, je vois pas de grande différence. Il y a des bols en céramique fine qui ont des formes très similaires, qui peuvent soit être utilisés pour des produits laitiers, soit des boissons fermentées. Donc dans ces contextes, il n'y a pas forcément une grande distinction. À VIX, par contre, oui, les produits laitiers ont été uniquement retrouvés principalement retrouvés dans des pâtes un peu plus grossières. Donc c'est vrai que ça dépend des contextes finalement et par rapport à ce qu'on a étudié. Hein. Je sais pas, déjà, avant d'aller à la prochaine question, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Marion. Elle va répondre. C'est pas facile à distance, c'est pas simple. Alors, résidu 13 de corrélation. Ça correspond plus, c'est ce que j'avais compris moi. Mais alors voilà, il y a la suite, cher Maxime. Allez-y, au boulot. Parce que ça, c'est intéressant. Ça. Oui, mais il y a aussi la question de croiser les résidus biologiques. Les traces de corrosion, oui. Oui. Alors donc là, on part sur les traces, donc croiser les traces des résidus biologiques et les traces de corrosion. Alors ça, c'est les travaux qui sont faits par les collègues de l'université de Leiden. Alors eux, ils ont effectivement dans certains vaisseliers, mais ils n'ont pas, malheureusement, tout n'a pas été étudié. L'approche tracéologique n'a pas été étudiée sur tous les échantillons que j'ai pu analyser. Donc en fait, c'est très partiel pour l'instant ce qu'on a comme données. Effectivement, de temps en temps, notamment
dans les coupes de la rue Neubourg locale inspirées de manière méditerranéenne. Dans ces coupes qui ont été prioritairement étudiées pour la tracéologie, là on voit effectivement des traces qui pourraient s'apparenter à des contenus plutôt acides, type boisson fermentée, vin. Voilà, après c'est compliqué de répondre à ça, puisqu'en fait tout, malheureusement, en question de temps de ces projets, tout n'a pas pu être fait complètement en parallèle. Il y a sur certains types de récipients où on a pu avoir de premières données. Alors la bonne nouvelle, c'est que on va avoir des actes, mais qui ne sont pas dans l'immédiat, parce que vous n'avez pas apporté votre texte qui était pour le 7 mai, vous ne l'avez pas apporté, comme tout le monde évidemment. Donc c'est pour septembre. D'ici septembre, il y aura peut-être des réponses déjà, c'est une première chose. Et puis, le fait de créer un colloque, des journées d'études, c'est pas éphémère. On espère créer un esprit d'équipe, même si on n'a pas de lien formel, si vous voulez, entre les institutions et les chercheurs, mais des liens informels, mais néanmoins étroits. Et désormais, on peut se tenir au courant, des choses comme ça, parce que c'est des courants d'information que nous, les ethnologues, on n'a pas souvent, qui sont très intéressants. Et j'imagine que, bon, c'est surtout pour ces questions-là plutôt entre vous, archéologues, mais néanmoins, ça nous intéresse. Donc, vous voyez, qu'on se tienne, que les questions, on puisse y répondre, vous puissiez y répondre dans quelques mois ou dans quelques... voilà, et on ferait suivre, d'une manière ou d'une autre, ça reste un cercle assez étroit quand même. Et voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Il y a une question de mon collègue Florent, là. Enfin une remarque plutôt sur la cire. Ouais. Maxime, vous pouvez peut-on envisager son utilisation en pharmacopée ou cela permet-il de signaler des traces de boissons moi, je vois les deux, finalement, ça c'est on peut pas exclure l'utilisation on va parler de produits apicoles pour pas se mouiller, donc de cire, qui est la seule trace qu'on retrouve de produits apicoles dans ces contextes. Oui, effectivement, dans la pharmacopée, c'est connu depuis au moins le néolithique, notamment pour le soin dentaire. Donc, on a des très bons témoignages archéologiques où la cire d'abeille a été utilisée pour soigner des caries. Et puis, dans les contextes différents contextes ethno, justement, il y a beaucoup de choses historiques sur les produits apicoles. Et effectivement, oui, ça peut aussi à la fois signaler des traces de boissons mielées. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, le miel est composé majoritairement de sucres qui ne sont pas préservés dans ces contextes. À part, je crois, dans les contextes égyptiens qui sont les plus favorables au monde, où on a les sucres qui peuvent se préserver. Malheureusement, ils ne se préservent pas. Donc, on a des marqueurs moléculaires plus stables, notamment ceux de la cire d'abeille. Donc, ça peut être les deux. Voilà. Moi, j'ai mentionné l'étanchéification parce que en Asie du Sud-Est, mais pas que, en Extrême-Orient aussi, en Chine notamment, partout il y a du bambou, où il y a des contenants, même des poteries en fait, un peu de toutes les sortes. Vous avez nécessité pour les liquides de fermer surtout si c'est volatile ou si c'est fragile ou s'il peut y avoir des insectes qui viennent, je sais pas moi, le renverser. Donc, c'est pas, à l'époque, c'est pas facile de trouver des matériaux adéquats. Or, la cire d'abeille étanchéifie, puisqu'elle servait notamment à étanchéifier les tuyauteries en bambou que les Chinois, je crois que c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, enfonçaient à 800 mètres de profondeur pour attraper du gaz naturel. Enfin, c'est un exploit technique. Et la cire d'abeille permet quelque chose de très étanche. On le retrouve dans beaucoup d'utilisations technologie, culture matérielle en Asie du Sud-Est, partout où il y a du végétal, enfin même je suppose dans le Pacifique, il faudrait demander à Marc. Donc peut-être que c'est aussi ça peut être un marqueur d'un ancien couvercle scellé ou c'est pas possible. Si, je vous remercie d'ailleurs pour ce commentaire, parce qu'effectivement, alors ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. On n'a pas encore publié, mais en fait on a travaillé sur une approche expérimentale de la cire, notamment pour étancher les récipients, notamment de consommation de boissons, puisqu'en fait on a reproduit avec les collègues les céramiques, notamment service à boissons, pour faire les expérimentations. Et c'est vrai que pour certaines consommations liquides, au bout d'un moment,
si on n'utilise pas de brunissage ou d'autres spécificités, le liquide ne va pas être si bien préservé. Et donc, on a fait plusieurs tests d'imperméabiliser, d'étanchéifier avec la cire d'abeille qui fonctionne extrêmement bien, notamment avec le vin ou d'autres boissons. Et en plus, en fait, je me suis intéressé aux traces, notamment moléculaires, que laisse une étanchéification de la céramide par la cire d'abeille, comparé à si c'était juste un simple contenu de cire ou de miel. Et effectivement, il n'y a pas la même pénétration dans la matrice argileuse de la cire d'abeille. Et je pense pouvoir proposer prochainement une distinction entre une cire plutôt utilisée pour imperméabiliser et une cire plutôt utilisée comme contenu. Sachant que la cire d'abeille ne peut pas être utilisée comme étanchéifiant dans des pots de cuisson parce qu'elle fondrait directement. Mais c'est le principe de la cire perdue, ça d'ailleurs. Donc, elle peut être utilisée soit dans des grands récipients de stockage, ou soit dans, mon hypothèse, c'est certains petits bols, notamment tournés de VIX, où ils sont quasiment systématiquement liés à la cire d'abeille. Ça pourrait être lié à leur étanchéification. Ça pourrait évidemment, finalement, appartenir quand même aux pratiques de consommation, parce que étanchéifier à la cire d'abeille, ça peut quand même donner le goût dans le contenu liquide. Hein. Donc, ça peut quand même participer finalement à l'agent de saveur, finalement. Il y a une question de Marie-Philippe, donc, que je vous laisse voir. Merci. Est-ce que les matières identifiables par votre méthode n'ont jamais été mises en évidence dans ces contextes? C'est-à-dire manque en quelque sorte. Des matières qui auraient dû y être très logiquement, vous n'avez pas trouvé? Oui, ça peut être une information. Très logiquement. Par exemple, pas de bière en Alsace, par exemple, au hasard. Ça c'est le problème, et c'est pour ça que je voulais pas aller trop sur ce terrain-là par rapport à ce que vous avez dit ce matin. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle bière ou pas? Dans certains articles au niveau anglophone, des fois, de bière de millet, lorsque j'ai trouvé ces marqueurs de bactériofermentation associés aux marqueurs du millet. Après, c'est qu'est-ce qu'une bière? Donc, je préfère garder le terme plus large et plus long parce que c'est lié à la bactériofermentation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des levures qui ont été utilisées, mais on ne les voit pas. Est-ce que c'est des manques? Non, parce que en fait, potentiellement, on le montre pas à 100%, mais il pourrait y avoir des consommations de bière. C'est un peu complexe finalement parce qu'on ne veut pas non plus trop surinterpréter les choses et ça dépend ce qu'on appelle bière ou pas, mais il est envisageable que ce type de bactériofermentation, de boissons bactériofermentées, soit des types de bière. Après, ce qu'on appelle bière, uniquement ce qui est fermenté par la levure, ça peut être le cas, ou est-ce que lorsque c'est des bactéries qu'on a dans les mains ou autres qui jouent le rôle de fermentation, est-ce que ça on peut appeler bière? Et ça, j'avoue que j'ai pas les compétences, bien que j'ai travaillé avec des brasseurs aussi, mais comme selon les contextes, les cultures et tout ça, comme vous l'avez montré ce matin, c'est différent. Il y a l'exemple de la chicha au Pérou, vous savez, la bière. Autrefois, c'était les vieilles dames qui mâchaient des graines, je crois, du maïs, c'est ça, ouais. Des grains de maïs, puis qui les crachaient, enfin, qui les rejetaient dans le pot commun, et ça, c'est ça. Et après, depuis, j'utilise maintenant pour faire toujours cette bière qui a à peu près le même goût peut-être, ou peut-être un peu moins goûteux peut-être, et des ferments chimiques ou des ferments plus autres, quoi, qui correspondent plus à des bières. Donc en fait, on retrouve aussi en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient, parce qu'il y a beaucoup de tous les types de bières, et les différents ferments peuvent varier sur un même type de bière, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter s'il y a un manque, ou alors adopter une nouvelle technique, un nouveau ferment s'il apparaît, y compris un ferment industriel, parce qu'on abandonne les vieux ferments naturels, traditionnels, parce qu'ils sont plus compliqués à garder ou je sais pas quoi, un peu comme le vin et la levure chimique, maintenant c'est plus pratique, etc. Ça se garde mieux, je sais pas quoi. Voilà, donc il me semble que typifier, nommer les choses d'après des éléments variables, trop variables, ça me paraît un peu difficile. Moi, je pense que voilà, j'en reviens à tout. Moi, j'appelle bien tout ce qui est fermenté.
Et vin, c'est plus pour des questions, la couleur, mais le raisin aussi va. C'est un peu spécifique, un peu à part, quoi, le vin. Tout le monde le reconnaît, d'ailleurs, même les Chinois, ils aiment beaucoup ça. Enfin, la bière, c'est vrai que quand c'est que de la pêche, des pêches ou du manioc, ça n'a rien à voir avec du houblon, enfin pas du houblon, c'est quoi, de l'orge, oui, ou de je sais pas quoi. Enfin. Et pourtant, c'est aussi des bières. Donc, mais là, la question de Madame Philippe, c'était est-ce qu'il y aurait des matières, mais pas forcément des bières, d'autres matières que vous attendriez normalement à attendre, à trouver, à retrouver dans vos terrains, parce que vous connaissez l'époque, les contextes, et puis qu'il n'y aurait pas, ce serait étonnant aussi, ce serait intéressant. La chose, c'est que en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a un manque de prévision parce que potentiellement, on peut avoir tout. Quand je dis, par exemple, on a trouvé des cires végétales, ça peut être tout type de légumes, tout type de fruits, tout type de céréales. Quand on a des graisses animales, c'est bon, on met ça sur les graisses de ruminants, non ruminants. Peut-être que pour l'instant, donc avoir tout ce qui était disponible localement, sans pouvoir le démontrer précisément. Peut-être la chose qui pour l'instant n'a pas été montrée, mais qui ne sont pas forcément un grand manque dans ces contextes, c'est les produits marins. Oui. Pour l'instant. Mais encore une fois, il faudra attendre finalement l'analyse des enfants de transport méditerranéens. Mais qu'est-ce que vous pourriez retrouver des squelettes, des arêtes, des quoi? Parce que le sel, il pourrait, mais là il n'y a pas eu. Mais le sel, vous avez dit que le sel se gardait pas facilement. Non, après, s'il y a eu par exemple des garum qui ont été contenus dans les amphores, on peut avoir des traces de ces garums dans les amphores. Ah oui, mais des produits indirects, alors par exemple, pas des poissons ou des mollusques, si des coquillages, ça aurait pu. Ouais, par exemple des garums ou des choses comme ça. Okay. Il y a certains marqueurs, ces garums, qui peuvent être préservés, effectivement. Ça, pourquoi pas dans les amphores de transport méditerranéen qui ont été retrouvés dans ces contextes. Ce qui n'a pas été retrouvé pour l'instant, c'est dans les amphores, donc autres que amphores de transport, mais en récipients dits de consommation, qu'il s'agisse local ou importé, donc la céramique attique. Là, on n'en a pas trouvé. D'accord. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y a des grands manques parce que potentiellement, il peut y avoir tout, mais on ne peut pas le préciser. Voilà. En tout cas, un grand merci de votre présence et votre apport, parce que moi, je trouve que c'est pour moi, c'est une découverte, c'est très original, c'est passionnant. Merci en tout cas d'avoir été, pour un amateur, un néophyte, un simplet dans ce domaine, d'avoir été très clair, parce que c'est pas facile. Vous autres archéologues, vous savez, ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est marrant, je leur ai fait la remarque, vous savez, passer au-dessus du jargon, souvent c'est un peu le problème, et vous savez, vous adresser à des gens qui n'y connaissent rien, c'est vraiment, c'est pas courant, hein. Alors bravo pour ça en tout cas, et merci de votre passionnante intervention. Alors maintenant, on va avoir deux autres intervenants d'ailleurs, c'est ça. Je vais les présenter peut-être parce que je les suis de très près. Donc, en vous remerciant encore, Maxime.